Madame, Messieurs, merci de suivre ce premier numéro du mois de juin de l'année 2023. Nous sommes le 1er juin 2023. Merci de nous rester fidèles. L'actualité de ce matin, c'est la loi sur la répartition de sièges qui a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale. Elle a été envoyée à la commission PAJ avant qu'elle soit transférée au niveau du Sénat pour seconde lecture. Autre sujet d'actualité, c'est le mandat de la force régionale de l'EAC qui a 3 mois supplémentaires. Il y a un rajout de 3 mois sur le mandat de la force régionale de l'EAC. Cette décision a été prise à l'issue du 21e sommet de l'EAC qui s'est tenu hier à Bujumbura. La RDC était représentée par son vice-premier ministre, ministre de l'intégration régionale, l'Antipas Moussa Niamoussi. Analyse et commentaires, c'est dans ce magazine kiosque. Alors nous allons également parler tout au long de ce magazine kiosque de propos du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, sur les ondes de la télévision France 24. Ce sont des opposants qui attisent la violence à travers les pays. À 6 mois des élections générales, le ministre met en cause Moïse Katumbi, qui souligne que Moïse n'a jamais critiqué le président rwandais. Voilà, nous allons analyser cette déclaration du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement sur France 24, tout au long de ce magazine kiosque. Nous avons 2 invités. Le premier est déjà là. L'autre va nous rejoindre dans ce plateau des kiosques. Alors, Christian Moleka, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait, je crois, près d'une semaine que je ne suis pas venu. Il y avait d'autres obligations qui m'éloignaient de votre plateau. Maintenant que je me suis libéré, voilà, je suis à nouveau disponible. Voilà, on débute avec nous. Votre co-débatteur va nous rejoindre. Alors, on commence par les mandats de la force régionale de l'EAC. 3 mois supplémentaires, 3 mois de plus. C'est-à-dire jusqu'au 8 septembre, il sera encore là. Quelle analyse vous faites de cela? Je crois qu'il faut faire 2 analyses. La première, c'est que il y avait un sommet des chefs d'État et le président Félix n'y était pas présent. Ensuite, il y avait une rencontre des ministres de la Défense et le ministre de la Défense du Congo n'était pas présent. Même si nous avons été représentés par le ministre de l'Intégration régionale, ça traduit en quelque sorte, je ne dirais pas le point de vue de Kinshasa, mais ça traduit quelque peu cette méfiance qui est née entre Kinshasa et le bloc de l'EAC. Et donc le fait que pour une rencontre où l'on savait qu'on parlerait du Congo et qu'on parlerait éventuellement de l'avenir de la force régionale au niveau de notre pays, et qu'à cette rencontre soit absent et le chef de l'État et le vice-ministre de la Défense, veut dire que pour Kinshasa, la page EAC est en train de se fermer. Mais ils ont été représentés par Moussa Niamoussi. J'en viens, c'est-à-dire que oui, le gouvernement a été représenté au niveau régional, mais la symbolique de l'absence de ce haut niveau de représentation, c'est également pour dire que pour Kinshasa, cette page se ferme. Parce qu'elle a coïncidé également avec la position de la SADC qui annonce la venue des troupes prochaines. Et donc, si vous prenez cette posture symbolique, vous associez avec les conclusions qui en sont sorties, les 3 mois, c'est en principe un plan de retrait. C'est comment, dans les 3 mois, on fait en sorte pour que ces troupes se retirent jusqu'au mois de septembre. Éventuellement, pour être remplacées par les troupes de la SADC. C'était normalement aujourd'hui, le 1er juin, qu'ils devaient se retirer. Hein. Oui, mais parce qu'au bout de 6 mois, le Kinshasa n'est pas d'accord pour un prolongement. Il y a énormément de besoins de réqualification qui n'ont pas été abordés des fonds. Il y a des problèmes de confiance. Quand vous avez Kinshasa qui dit, par exemple, qu'il y a une cohabitation entre le M23 et les troupes de l'EAC, ça veut dire qu'il n'y a plus de la confiance entre les partis. Et donc, vraisemblablement, on va vers une logique de retrait. Et donc, le 3 mois, ce n'est pas pour une sorte de continuation de l'opération, mais certainement de préparer un plan de retrait et éventuellement un remplacement par les troupes de la SADC. Mais en 3 mois, lorsque Kinshasa dénonce la cohabitation avec le M23, est-ce que dans 3 mois, tout peut se passer, tout peut se passer en ce moment-là? Il y a risque du danger, que la violence puisse s'enflammer. C'est ça les grosses inquiétudes, c'est que qu'est-ce que Kinshasa met en place pour que le retrait des troupes de l'EAC ou de certains États ne coïncide pas avec un réarmement du M23. Par exemple, dans l'accord de Luanda, la feuille de route de Luanda, il était prévu que ce soit les troupes kenyanes qui soient à Bunagana, en termes de zone d'occupation ou en zone de couverture.
Mais aujourd'hui, ce sont les troupes ougandaises qui sont à Bunagana et pas les troupes kenyanes. Alors que beaucoup d'acteurs de la société civile ont dit clairement qu'il y avait des points de conjonction, des connexions entre l'armée ougandaise et l'M23. Et que si Bunagana a été pris, c'est avec le soutien de quelques unités ougandaises que Bunagana a été pris. Le fait qu'il y ait aujourd'hui les contingents ougandais à Bunagana, pratiquement en cohabitation avec le M23, laisse en penser qu'il peut y avoir des lieux d'échange d'informations ou sinon des points de contact, de connexion. Et donc il faut être très attentif sur ce retrait pour qu'elle ne s'accompagne pas d'une sorte d'arrière-armement illicite ou tacite du M23, ce qui ferait que nous aurons une force mieux organisée, un peu structurée et qui pourrait davantage nuire qu'on ne le pense. Parce qu'ils vont dire que nous partons déjà dans 3 mois, alors on peut faire ce qu'on veut, attiser la violence, parce que nous allons partir et la SADC va venir. Non, au niveau des États, je ne pense pas, parce que, comme je le dis, au niveau des États, certains États, notamment, les positions sont claires. Le problème qui demeure, c'est cette connexion très avérée entre le M23 et le Rwanda, et entre le M23 et l'Ouganda. Et donc, le retrait devait être de notre côté supervisé, tout du moins monitoré, pour permettre à ce que derrière le retrait, il n'y ait pas de mécanisme illicite de réarmement du M23. Et donc, je crois que Kinshasa a intérêt à faire le suivi. J'ai vu également que concernant le casernement ou le cantonnement du M23, l'équipe de monitoring qui a été mise en place comprendra la MONUSCO et les certains observateurs et non le M23. M23, comme souhaitait le Rwanda. Comme souhaitait le Rwanda. C'est dire qu'il faudrait travailler sereinement pour que le retrait ne soit pas un mouvement d'accélérateur pour le conflit. Alors, malgré les refus du Rwanda, le refus de la RDC ou la dénonciation de la RDC, mais l'impression que ça donne, c'est comme si apparemment la RDC n'a rien à dire, elle subit par rapport à ce déploiement de la force régionale. Parce qu'elle ne veut pas de cette force régionale, elle a critiqué la force qui cohabite avec le M23. Vous avez vous-même souligné tout au début que lors de ce sommet, il n'y a pas eu la présence du chef d'État ni du ministre de la Défense. C'est comme si la RDC est en train de subir et n'a rien à dire par rapport à cela. C'est l'impression que ça donne. Le problème, c'est le paradigme qui a été posé au départ. Le paradigme de dire qu'il faut s'ouvrir aux pays voisins pour que, avec les pays voisins, nous ramenions la paix. Alors que les agendas de certains États de la sous-région, on le sait, l'économie de guerre qui se construit à l'est du Congo a pour déversoir les pays voisins. L'Ouganda, le Rwanda et dans une moindre mesure le Kenya. Tout l'or que l'on pille à l'est, tout le coltan que l'on pille, mais passe par des comptoirs qui sont installés en Ouganda, qui sont installés au Rwanda et parfois contrôlés par des réseaux des officiers militaires. C'est documenté, c'est monitoré, ça existe. Et donc une économie de guerre dans l'est du pays profite directement ou indirectement à ces pays-là. Et vous ne pouvez pas demander à gens, ou à des États ou à des personnes qui bénéficient d'une économie de guerre de venir eux-mêmes éteindre le réseau de leur propre enrichissement. Vous voyez, le paradigme de départ, il était pas très bien pensé, de penser qu'en amenant les États de la sous-région, qui sont pris et partis au problème, qu'on réglerait la solution. Par contre, le paradigme de la SADC est un paradigme plus différent. Je le dis dans une de vos émissions, si les pays de quelques États de l'Est ont besoin d'un Congo plus fragile, parce que l'économie de guerre alimente leur économie, au niveau de la SADC, la dynamique elle est différente. Au niveau de la SADC, les États pilotes de la SADC veulent d'un Congo plus ou moins stable. Parce que le Congo est une réponse à beaucoup de préoccupations de la SADC, que ce soit des préoccupations électriques, que ce soit des préoccupations d'accès aux terres. Il ne faut jamais oublier que le projet de Inga 3 a été construit autour d'un financement sud-africain avec ESCOM, parce que l'Afrique du Sud, qui vit la sécheresse, qui est une économie qui dépend du nucléaire, a besoin du courant énergétique du Congo. Il ne faut pas oublier que Bukanga Lonzo, dont on parle ici, a été porté par un consortium d'entreprises sud-africaines, qu'avec la poussée du désert, l'Afrique du Sud manque de terres et que donc le Congo est une réponse. Donc si pour la SADC, un Congo stable est un allié, pour l'Afrique de l'Est, un Congo fragile est plus utile parce que ça permet de construire l'économie de guerre. Donc le paradigme de la SADC n'a pas d'intérêt. Ils ont des intérêts également, mais ils ont des intérêts qui peuvent se construire avec la stabilité du Congo. Okay. Alors qu'à l'inverse, les pays de l'Est ont des intérêts qui peuvent se construire avec la déstabilisation du Congo. Parce qu'il y a un Congo qui est plus solide, qui remet l'économie à l'intérieur.
qui arrête la contrebande minière. Mais c'est l'économie des pays voisins qui est impactée. Vous voyez? Et donc, un Congo stable à l'Est, une zone stable de paix à l'Est, n'intéresse pas beaucoup de gens. Et donc, un Congo fragile, c'est l'intérêt de beaucoup de gens, notamment à l'Est, de beaucoup des États à l'Est. Parce que ça permet de construire l'économie des guerres, les réseaux de contrebande minière, et donc d'alimenter tout un circuit à l'Est. Donc, ce n'est pas avec ces gens-là qu'on peut demander un retour de la paix. Parce qu'ils ne sont pas profiteurs de la paix, en fait. Ceux qui sont profiteurs de la paix, c'est la région de la SADC. Parce qu'avec eux, on peut construire plus ou moins des projets plus ou moins stables. Et nos minéraux ne les attirent pas. Si, bien évidemment. Par exemple, prenons un élément simple. Vous avez tous les minéraux que nous avons au Katanga. Comment vous les évacuez? Si vous voulez évacuer les minéraux au Katanga, soit vous évacuez par voie terrestre, ça veut dire vous faites Zambie, puis Afrique du Sud, Cape Town. Soit vous évacuez par les voies ferroviaires, vous faites le train, l'Obito par l'Angola. Soit vous faites les voies intérieures que nous avions, qui n'existent pratiquement plus avec SNCF, il est beau, ainsi de suite. Ça veut dire que l'Afrique du Sud a intérêt à ce que les voies de sortie des minéraux du Congo passent par les voies terrestres vers lui, parce que Cape Town bénéficie. Et donc ils ont besoin, certes, de stabilité, d'intérêt économique, mais qui passe par eux. L'Angola aura certainement besoin qu'on rétablisse le corridor de l'Obito, le chemin de fer, pour que l'évacuation passe par chez eux, et ça finit à Beira. Ouais, ils ont également un port, c'est intéressant pour eux. Ou d'autres voudront que ça passe par Kasumbalesa, puis ça va vers le pays de l'Est, mais il y a également des intérêts. Mais quand vous prenez le nord-est du Congo, vous avez l'exploitation artisanale. Là, ce n'est pas un réseau structuré comme on le voit au Katanga. C'est artisanal. C'est-à-dire tous les petits creuseurs qui sont en train de creuser de l'or, qui sont en Ituri, que ce soit dans tout le Kivu. Mais ce réseau d'or, ça ne passe pas par la CEC. Ça ne passe pas par Kinshasa. Ce réseau d'or passe par les pays voisins. Et ça finit dans les comptoirs en Angola, au Rwanda. Et curieusement, vous verrez dans les statistiques des exportations, ces pays exportent parfois des minéraux qu'ils n'ont pas. Si vous voyez un pays comme le Rwanda exporter le coltan alors que sur son sol il n'en a pas, ça veut dire que c'est de la contrebande. Et donc ce n'est pas avec ces pays-là qu'on peut construire véritablement une dynamique de paix. Et donc le paradigme de départ n'était pas, de mon point de vue, un paradigme idéal. D'autant plus qu'on avait déjà l'avantage d'avoir le paradigme SADC avec la brigade d'intervention qui déjà en 2013 avait permis de... Donc vous voulez dire qu'avec la SADC, il y aura les retours immédiats de la paix comme une baguette magique? C'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'en termes d'intérêt, ils ont plus d'intérêt à construire un minimum de stabilité que les autres pays. Maintenant, nous sommes en diplomatie. Je l'ai dit encore dans l'une de vos émissions, pendant que nous on est en train de discuter ici, le Rwanda a envoyé autant d'émissaires en Afrique, dans tous les pays voisins et les pays de la sous-région. On parle de 56 émissaires, pour essayer d'avoir des accords stratégiques avec l'Angola, avec le Brazzaville et ainsi de suite. Et lorsqu'il le fait, c'est pour construire également des possibilités d'influencer les acteurs de ces zones-là. Donc c'est une bataille diplomatique. Nous avons peut-être gagné une partie de la bataille. Il faut continuer à travailler et diplomatiquement pour construire les intérêts, parce que les intérêts sont économiques. C'est aux Congolais et à l'État congolais de mieux vendre ces intérêts économiques, même au niveau de la SADC. Mais jusque-là, la façon dont nous sommes en train de mener cette bataille, est-ce que nous allons la vaincre sur le plan diplomatique? La grande difficulté, c'est que nous perdons en temps, parce que nous sommes dans, je ne voudrais pas dire errement stratégique, c'est trop fort, mais nous sommes en train de tâtonner. Les choix stratégiques bougent. Il est utile de faire une erreur stratégique et du démérer que de changer tout le temps de stratégie en pensant trouver la meilleure par tâtonnement. Le sentiment que l'on a aujourd'hui, c'est que nous sommes en quête d'une solution qu'on trouvera ailleurs. Donc il faut à un moment donné que de manière très sereine, que l'on en soit une stratégie qui soit claire. Si la stratégie c'est l'ouverture à la SADC, consolidons cette stratégie, travaillons dans les long terme. Mais encore que les questions de sécurité, la sous-traiter n'est pas une bonne solution. L'idéal, c'est que le Congo doit être capable lui-même de refonder les attributs de l'État à l'intérieur et d'être capable d'assurer seul sa souveraineté. Maintenant ça c'est un construit, ça prend du temps. Mais il faudrait que cette dynamique-là intérieure soit également développée. Qu'est-ce que vous entendez par tâtonnement, en clair, quand vous dites que nous sommes en train de tâtonner? Le président de la République a pris beaucoup d'initiatives en matière sécuritaire depuis qu'il est au pouvoir. Commencé par l'État Tiège, ensuite par la coopération bilatérale avec l'UPDF, ensuite avec l'ouverture à l'EAC, et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à l'ouverture vers la SADC. Si vous tentez de mettre sur
sur une sorte de table ces différentes initiatives, vous sentez qu'à chaque fois, ce sont des éternelles remises en question de ce qui était peut-être fait avant. Aujourd'hui, la SADC est une remise en question de l'EAC. Alors qu'elle a été pensée à un moment donné comme la meilleure réponse à l'action sécuritaire à travers une multilatéralité. Aujourd'hui, nous disons que cette démarche, elle n'est pas bonne. Ensuite, vous avez eu la... Bon, c'est vrai que l'UPDF, c'est davantage pour le Touri et pour l'ADF. Mais il faut plus de clarté sur le choix stratégique. Parce qu'en termes de crédit, en termes d'image, pour le pays, il y a quelque chose que nous sommes en train de construire ou de déconstruire. Ça veut dire si nous prenons nos engagements et que nous recusons nos engagements après quelques mois, même la SADC sait que les Congolais prennent des engagements et qu'ils récusent après. Et donc, mais quand ça ne marche pas, quand ça ne tient pas. Oui, mais ils peuvent venir en sachant que dans 6 mois également, ils peuvent être récusés. Donc nous ne construisons pas dans la durée un minimum de confiance entre les partenaires. Parce que quand vous signez des engagements, vous vous retirez, puis vous recusez les engagements d'hier, vous signez encore, vous vous recusez les engagements d'hier, vous construisez le sentiment, je dirais, d'instabilité stratégique. C'est une perception, ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est une perception d'instabilité stratégique. Et cette instabilité-là ne conforte pas, de mon point de vue. Alors on récuse, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des engagements fermes, on ne trace pas bien ces engagements, n'ont pas bien été retracés. Le Congo est là, le Congo est présent quand on conçoit. Lorsqu'on conçoit, le Congo est présent. Je ne pense pas qu'on le conçoit sans le Congo. Le Congo participe à tous les niveaux d'élaboration. Je vous dis, c'est les paradigmes. Si aujourd'hui Kinshasa se rend compte aujourd'hui que l'Ouganda est allié au M23, aujourd'hui, mais on aurait dû le penser avant. Moi, je pense pas que c'est aujourd'hui. Mais peut-être qu'il a joué à l'hypocrisie au départ. Alors, comment est-ce qu'on saura? Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que Kinshasa se rende compte que l'Ouganda est en lien avec le M23. Parce que lorsque la société civile du Nord Kivu a documenté sur la prise de Bunagana, j'ai dit la prise de Bunagana, eh bien, déjà à l'époque, la présence ougandaise était signalée. Donc, je pense que Kinshasa a suffisamment d'informations pour connaître le rôle que joue l'Ouganda à côté du M23. Et donc, parier sur une neutralité du M23 par l'Ouganda, c'était, de mon point de vue, trop présomptueux. Parce qu'on ne peut pas penser qu'une personne qui soutient le M23 viendrait également la neutraliser. Et la preuve, lorsque l'armée ougandaise est entrée à Bunagana, la première déclaration du commandement ougandais, c'était « Nous ne sommes pas venus nous battre ». C'est la déclaration du commandement ougandais. Nous ne sommes pas venus nous battre. Si vous suivez sur Twitter le fils du président ougandais, vous connaissez la position par rapport au M23. Donc c'était trop présomptueux, pour ne pas dire naïf, de penser que l'Ouganda pouvait venir aider le Congo avec les M23. Et donc nous ne pouvons pas aller dans ce genre de questions avec autant de présomptions qui, à un moment donné, mettent en péril le pays. Alors, avant de passer à un autre sujet, c'est peut-être la dernière question par rapport à ce sujet. Est-ce que 3 mois de plus pour la force régionale, est-ce que c'est rassurant? Est-ce qu'ils vont réellement partir en septembre où il y a encore des craintes, des doutes? Kinshasa a demandé une évaluation au mois de juin. Je pense que ce sera l'occasion d'avoir un plan de retrait, un plan personnel de retrait pour savoir comment on quitte, comment on part. 3 mois pour un plan de retrait, c'est faisable. Bien évidemment, ce sera un retrait progressif. Le temps, bien évidemment, de voir également arriver les troupes de la SADC qui vont prendre le relais. Donc, progressivement, s'il y a un plan de retrait, 3 mois, c'est faisable. Et tout dépend de la capacité de Kinshasa de suivre les évaluations. Comme ils ont demandé au mois de juin, il faut garder cette position-là et continuer jusqu'au septembre pour voir comment les troupes vont se... Ils vont partir sans problème. Bon, c'est nous qui les avons invités. Si nous ne voulons plus d'eux, ils ne voudront pas. Mais encore faut-il ajouter que c'est nous qui avons pris en charge l'enveloppe de la dépense. Ça veut dire que nous avons mis 6 mois à dépenser. L'avantage probable que nous avons pu peut-être gagner de ce déploiement, c'est le cessez-le-feu. C'est le cessez-le-feu qui a permis probablement à Kinshasa de mieux s'organiser. Parce que le front s'est stabilisé. Kinshasa en même temps a profité de la notification, de la levée, de l'interdiction, de la capacité de s'armer. Et donc le rapport de force sur terrain peut changer parce qu'on a gagné en temps. Donc le seul gain, de mon point de vue, que nous pouvons avoir de ce déploiement-là, c'est le temps qu'on a pu gagner parce que le front s'est stabilisé et que probablement Kinshasa s'est mieux organisé pour que dans l'hypothèse où demain le combat reprenait, nous ayons une armée mieux structurée que ce que nous avions il y a quelques mois. Voilà. Merci Christian Boleka. Alors on prend le deuxième sujet,
C'est le vote de la loi sur la répartition de sièges à l'Assemblée nationale. Elle a été déclarée recevable, envoyée à la commission PAG avant que ça puisse partir au niveau de la Chambre haute du Parlement. Mais malgré les désistements des députés de l'opposition, malgré les critiques, voilà, la loi est passée, si on peut dire ça. Oui, mais parce que d'un point de vue parlementaire, le jeu au Parlement, c'est un jeu de majorité. Et donc, il était très prévisible que si cette loi est portée par le gouvernement, la majorité au Parlement voterait. Les critiques ne servent à rien, parce qu'on sait déjà qu'il y a une majorité, même si l'opposition émettait une autre voix, ça ne sert à rien. Ça, c'est maintenant notre problème du débat parlementaire chez nous. C'est-à-dire qu'au-delà d'aller sur le vote, ce n'est que le moment ultime. Parce qu'il y a un travail parlementaire en amont qui est un travail de débat. Et donc le Parlement est censé garantir l'expression de toutes les voix et puis éventuellement arriver, probablement pas toujours, à une synthèse et passer au vote pour l'arbitrage. Le vote n'est que l'arbitrage. Mais en amont, doit y avoir un débat. La grande difficulté, c'est qu'on a vu que le débat on ne l'a pas eu parce que d'abord le temps matériel n'était pas assez suffisant pour traiter. Ensuite, on a vu les députés de l'opposition sortir de la salle et donc on n'a pas eu le débat qu'on aurait pu avoir, mais l'arbitrage, la majorité s'est réalisée. Maintenant, on est en train d'avancer dans les calendriers parce qu'une répartition des sièges non votés veut dire que la prochaine étape, c'est la convention de l'électorat et les dépôts de candidature. Ça veut dire que nous avons un pouvoir qui s'inscrit véritablement dans une dynamique d'avoir les élections au mois de décembre, mais nous avons une opposition toujours contestataire qui, à chaque étape, n'a pas confiance au processus et continue à exprimer sa méfiance sur les différents processus. Et on avance comme ça. On avance avec cette double démarche d'un pouvoir convaincu d'être sur la bonne voie, d'aller vers le scrutin en décembre, et d'une opposition toujours contestataire qui n'a pas confiance au processus, qui n'a pas confiance aux différentes étapes. On l'a dit sur l'audit des fichiers externes hier, on l'a dit sur l'enrôlement, on l'a dit sur la composition du bureau. Et donc nous cumulons en quelque sorte cette double dynamique-là jusqu'à décembre. Est-ce que cette double dynamique-là va nous amener vers des élections apaisées? Quand vous voyez maintenant toute la surchauffe que nous avons dans le débat public, la surchauffe qu'on a sur le terrain, donc nous sommes en train de monter de plus en plus en termes de frustration. Et ça, c'est un véritable danger. Mais pourquoi? Mais parce que le grand problème du processus électoral au Congo, c'est la méfiance. Le grand problème du processus électoral au Congo, c'est la méfiance. La méfiance presque permanente des acteurs sur le processus. Que ce soit les opposants d'aujourd'hui ou les opposants d'hier, la plus grande caractéristique a toujours été la méfiance sur le processus. Et cette méfiance-là, c'est celle-là qui alimente toute la tension qu'on a au moment des élections et qui alimente la contestation. Moi, je pensais qu'on allait travailler davantage à réduire la méfiance. Mais malheureusement, chaque jour qui avance, on ne travaille pas à réduire la méfiance. On travaille à consolider un processus, quitte à aller jusqu'au bout. Et malheureusement, ce genre de processus ne va pas nous amener vers de la stabilité. Il fallait faire quoi? Tenir compte de toutes les revendications J'étais en train de discuter, des opposants, oui. J'étais en train de discuter hier avec j'étais dans une conférence il y a quelques jours, hier plutôt avec des amis intellectuels, et il y a un élément qui a été soulevé que je voudrais partager avec vous. En Sun City, en 2002, lorsqu'on était en Sun City, lorsqu'il a été discuté des élections, la demande était que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur, comme dans beaucoup de pays. Mais c'est la méfiance des oppositions à l'époque vis-à-vis de la fonction publique, l'administration et du gouvernement. C'est pour ça qu'on a créé la CENI. Ça veut dire personne n'a confiance à des élections organisées par le gouvernement, dans un contexte où on vient de la guerre. Et donc parce qu'on n'a pas confiance au gouvernement, alors créons une structure indépendante du gouvernement qui soit la garantie de la neutralité. La CENI est née parce qu'il y avait de la méfiance. La CENI a été créée parce qu'il y avait de la méfiance dans le gouvernement. Et donc, on crée une structure où tous les parties prenantes seront à l'intérieur et donc supposés se neutraliser, parce que la méfiance sera mutuelle, pour avoir des élections. Aujourd'hui, on s'est méfié encore de la CENI. Et jusqu'à aujourd'hui, on se méfie maintenant de la CENI. Autant on s'est méfié hier du gouvernement, autant on s'est méfié de la CENI, et on continue à construire cette perception de la méfiance. Mais cette méfiance va nous conduire inévitablement vers la contestation et vers la gouvernance des crises. Ça veut dire, nous aurons des élections probablement en décembre, nous aurons des résultats probablement en début d'année, et nous aurons probablement de la contestation.
Et donc, nous irons vers 1 année ou 2 années à faire de la gouvernance des crises. Probablement discussion, gouvernement d'union, probablement un dialogue. Et pendant ce temps, on ne parlera pas de développement. Alors pourquoi nous avons des méfiances sur méfiance comme ça? C'est qu'il y a un problème là qui n'a pas encore été réglé. Il y a des problèmes de culture politique. Parce que tout ne se règle pas par les élections uniquement. Il y a un problème de culture politique. Nous n'avons pas la culture politique de perdre. Les gens vont aux élections parce que tout le monde veut gagner. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, tout le monde veut gagner. Alors que dans une démocratie, il faut accepter de perdre, même comme pouvoir. Il faut aussi bien organiser. Vous allez entendre des voix du genre, on n'organise pas les élections pour les perdre. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique démocratique. On ne peut pas avoir une démocratie sans démocrate. Donc il y a ce problème de culture politique à régler. Il y a cette question de crédibilité du processus à construire. Parce que les différentes parties prenantes estiment que le processus n'est pas assez inclusif, pas assez crédible et pas assez transparent. Et puis, in fine, il y a cette question sociétale où c'est le pouvoir qui est source d'enrichissement et que tout le monde veut y accéder. Et donc, puisque tout le monde veut y accéder, la bataille pour y accéder est une bataille de vie ou de mort. Et donc, le processus devient un moment de tension parce que pour tout le monde, l'accès aux ressources publiques, c'est une question de vie énorme. Donc si vous prenez tout ça, l'inculture, la crédibilité, la transparence du processus et cette volonté que tout le monde veut d'accéder au pouvoir, vous avez des tensions sur le processus qui créent de la méfiance à toutes les parties. Et après, c'est que nous avons tous décrié dans le passé des erreurs. C'est vrai que les élections, c'est une construction essai-erreur parce qu'on progresse en tenant compte des erreurs du passé. C'est pour ça qu'on évalue. Mais les processus, de manière plus ou moins constante, ne grandit pas. Vous avez eu en 2006 des élections dont on a contesté en partie la légitimité. Rappelez-vous le cardinal Echaou, à l'époque, qui déclarait que les élections n'étaient pas conformes à la réalité du vote. Nous avons eu en 2011 des élections, rappelez-vous le cardinal Monsengo, qui à l'époque disait encore que les élections n'étaient pas conformes ni à la justice ni à la vérité. Et nous avons eu 2018 des élections où encore certains ont parlé de l'arrangement à l'africaine ou de deal politique. Parce qu'on n'a pas encore raté la perception. Ça veut dire qu'il y a une différence entre aller voter et élire ses dirigeants. On peut aller voter, mais élire c'est autre chose. Le processus de vote c'est autre chose, mais la sincérité du vote pour produire à la fin des gens qui ont été élus par les citoyens, ça c'est un combat. Nous avons certes construit le processus de vote, nous avons inscrit une habitude d'aller voter tous les 5 ans, mais nous avons également construit des mauvaises élections tous les 5 ans. Vous prenez la participation électorale. Depuis 2006, on était à plus de 70%. En 2011, on a baissé. En 2018, on a baissé. Peut-être qu'en 2023, on aura moins de 40% des participants. Ça veut dire que vous avez un processus qui déchante même la population. Parce que la baisse, il y a toujours cette baisse permanente-là. Et nous avons donc construit des mauvaises élections. Bon, les mauvaises élections, il faut les avoir. Mais après, est-ce que les mauvaises élections vous donnent des bonnes politiques publiques? Parce que les mauvaises élections, vont-ils vous donner des dirigeants suffisamment légitimes pour prendre les décisions qu'ils imposent et avec le soutien populaire nécessaire dans un pays aussi entouré par des pressions, des menaces extérieures, des menaces existentielles et dont on a besoin de dirigeants très légitimes pour prendre des initiatives parfois courageuses. Dans un pays où la cohésion nationale est en train de se déchirer, où le ressentiment tribal prend les dessus, où le communautarisme revient, comment allons-nous avoir des dirigeants suffisamment légitimes pour engager les réformes qui s'imposent? C'est tout ça que le processus traîne. Et c'est pour ça que la méfiance, finalement, s'est consolidée des processus en processus à telle enseigne que même 2023 ne sera pas très différent de 2018 en termes de confiance sur le processus. Alors, quel est votre point de vue par rapport à ce que pensent les uns et les autres? Pour certains, pour un processus électoral apaisé, il fallait tenir compte des revendications des opposants, notamment sur l'audit du fichier électoral, sur la question de la Cour constitutionnelle, la composition de la CENI, pour qu'on évite des tensions. Pour d'autres, tenir compte de toutes ces revendications, ça risque, il n'y a pas moyen de faire marche en arrière, ça risque de perturber les calendriers électoraux. Alors la CENI y tient, alors il faut y aller. Je crois qu'il y a ces deux hypothèses mais qui doivent nous questionner sur les finalités recherchées. Les élections dans le délai, oui. Mais pour quelle finalité?
si les élections dans les délais nous amènent vers le mur et qui nous amènent vers une crise post-électorale, à quoi aurait servi d'investir des milliards de dollars, pratiquement 1 milliard pour la CENI, pour accoucher d'une crise électorale? À quoi aurait servi ce milliard-là? Alors, qu'est-ce qu'on doit... S'il faut... D'abord, la première hypothèse. Première hypothèse, je vais dire. S'il faut aller vers une remise en question du processus, quelle est la perspective lorsque nous serons en décembre et qu'il n'y aura pas d'élection? Donc nous sommes en train de consacrer également un régime politique de glissement. Donc ce sont des hypothèses opposées qui ne donnent pas de perspectives, mais qui témoignent également de notre capacité à sortir de l'ornière d'hier. C'est-à-dire nous répétons les mêmes erreurs. Certains vous disent, allons aux mauvaises élections. C'est une hypothèse. Allons aux mauvaises élections, s'il en faut, pourvu qu'on ait des élections. Mais si vous prenez notre Constitution, la Constitution, dans son préambule, dit que c'est la crise de légitimité qui a l'origine de l'instabilité politique. Depuis 60, notre Constitution pose bien le problème. C'est la crise de légitimité qui a l'origine de l'instabilité depuis 60. Si la Constitution congolaise pose que c'est la crise de légitimité qui est à l'origine de l'instabilité politique depuis 60, est-ce que les élections que nous aurons en 2023 vont-elles renforcer la légitimité? Ou vont-elles créer encore une nouvelle crise de légitimité? Ça veut dire, nous continuons dans une logique de crise, de légitimité, depuis 60, et nous espérons que les crises de demain seront différentes de celles d'hier. Non, nous aurons une gouvernance de crise. Si nous voulons aller dans cette logique, il faut nous attendre à une gouvernance des crises. Et donc c'est aux gouvernants d'anticiper la gouvernance des crises en créant des passerelles, des cadres de concertation. Mais la CENI dispose d'un cadre de concertation pour anticiper et ne pas subir. C'est de créer des passerelles pour créer la confiance. Là, parce que le processus électoral se construit de la confiance. Si on ne crée pas des passerelles, si on ne met pas en place les cadres de concertation, mais on va aller vers le mur, tout le monde le sait. À l'inverse, sortir du processus électoral aujourd'hui, mettre un terme au bureau Kadima, mettre un terme au calendrier, ça va retarder. Veut dire qu'il faut un consensus. Dans tous les deux cas, il faut un consensus. Maintenant, le problème, c'est de choisir, nous voulons le consensus quand? Avant ou après? Certains estiment qu'il faut un consensus avant, arrêter les processus, se mettre autour d'une table, en parler, puis avancer. D'autres estiment qu'il faut aller, mais il y aura un consensus après. Mais c'est maintenant aux décideurs de réfléchir sur l'incidence de ces deux consensus avant ou après, et quel est le choix que le pays va prendre, tenant compte de toutes les menaces existentielles qui nous entourent. Dans tous les cas, il nous faut un consensus. Et il nous faut un cadre de concertation. Nous pourrons l'avoir avant, si nous arrêtons le processus, ou nous pouvons l'avoir après, si nous allons avec le processus jusqu'au bout, et en tombant dans une gouvernance de crise. Dans tous les cas, tenir compte des menaces existentielles qui nous menacent. Alors, à l'heure où voit les choses, est-ce que vraiment il y aura respect du calendrier? Parce qu'on sent que la CENI y tient, bien qu'elle évoque également les problèmes de moyens d'Edi Kadima. Elle a dit, votre analyse, est-ce que le calendrier sera respecté? Techniquement, la CENI est dans les capacités de tenir le calendrier, parce que là, il s'est rattrapé. Capacité. Il est dans les capacités. Dans les capacités, oui. Parce que le 15 juin, le Parlement va en vacances, donc là, l'évaluation sera votée, et que l'étape qui suit, c'est les candidatures qui doivent être reçues et la compréhension électorale. Techniquement, la CENI n'aura pas de problème pour réaliser son calendrier. Maintenant, vous allez vous rappeler de la feuille de route. Il y a la feuille de route que Kadima lui avait produit avec ce qu'il a appelé des éléments qui pouvaient influencer, impacter négativement les élections, notamment l'insécurité. Si demain le combat reprenait autour de Goma, comment ça va impacter le processus? Si demain la CENI n'était pas suffisamment financée par le gouvernement, ça va impacter le processus. Ce sont des éléments, des menaces qu'il faut prendre en compte, et c'est au gouvernement de s'assumer. Parce que dès l'instant où le gouvernement a pris l'engagement de payer ce qui est dû à la CENI, c'est au gouvernement de s'engager. Néanmoins, ça demeure des menaces, et je crois que le président CENI l'avait relevé lui-même lorsqu'il a mis en place la feuille de route, ça demeure des menaces, deux menaces importantes sur le processus, la sécurité et les finances. Qui peuvent aussi être résolues. Qui peuvent être résolues. Dans les 6 mois restants. Les finances peuvent être résolues très facilement. La sécurité, même l'insécurité aussi. La sécurité, c'est plus complexe. La sécurité, c'est plus complexe parce que, par exemple, la CENI n'a pas pu enrôler à Massissi. La CENI n'a pas pu enrôler à Maluku. La CENI n'a pas pu enrôler Elle a réservé des sièges par rapport à ces coins-là. Oui, mais qui vont aller voter? Parce que pour voter, il faut avoir la carte d'électeur. Il faut être sur la liste des électeurs.
On peut le faire pour les candidats, mais pour la population, ce sera compliqué. Donc oui, si admettons que la situation sécuritaire se stabilise au mois de septembre, avec les dynamiques qui se mettent en place, est-ce qu'en septembre, la CENI sera dans les capacités d'enrôler? On peut le faire vite, là. Voilà, ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce que la CENI sera dans les capacités d'enrôler? Donc il y a des pesanteurs qui peuvent très facilement être réglés, comme les pesanteurs des finances, et des pesanteurs plus complexes, comme la sécurité, et qui vont impacter malheureusement le travail de la CENI. Voilà. On dit que les opposants ne sont pas prêts pour les élections. Ils sont en train de créer, ils sont en train d'attiser la violence à travers le pays. Le propos de ministre de la Communication et Médias sur France 24. Il met en Moïse Katumbi, soulignant qu'il n'a jamais critiqué le président rwandais. Qu'est-ce que vous pensez de ce propos? Le premier constat, c'est que depuis très longtemps, nous avions un gouvernement proactif et pour une fois, vous avez un gouvernement qui est très réactif. Réactif pourquoi? Parce qu'il y a eu des images qui ont circulé autour de la violence policière et qui a écorné l'image du pays. Et donc, vous avez un ministre de l'Information qui monte à la défensive pour essayer de reconstruire une perception plus ou moins bonne parce que les drames, les événements du 20 mai ont énormément impacté en termes d'image le pouvoir et le pays, surtout les images de l'enfant. Et donc tout ce qui est fait aujourd'hui, il faut l'inscrire dans une volonté de reconstruction, dynamique d'image, mais également d'offensive gouvernementale pour récupérer à plus ou moins la communication qui a été à un moment donné en sa défaveur. Et donc le Premier ministre Mouyaya est au charbon. Et comme il est au charbon, il est dans ce rôle d'opposition au pouvoir et dans ce rôle clivant de vouloir charger l'opposition comme celui responsable des événements. Ce sont des éléments de langage qui dédouanent en fait la part de l'État, du gouvernement, et qui réduit quelque peu la part du gouvernement et qui responsabilise l'opposition. Ce sont des éléments de langage offensifs pour tenter de récupérer d'un point de vue médiatique la perception des événements qui sont déroulés autour du 20 mai. Dans une logique où il y a des élections à venir, cette construction des langages se comprend. Ça, c'est de un. De deux, vous avez un ministre de la Communication qui, au début de son mandat, était jugé plus ou moins soft, par une certaine opinion dure du pouvoir. On jugeait le ministre plus ou moins élégant, soft, et les gens voulaient d'un ministre tranchant. Comme Mende. Comme Mende, voilà, à la Mende, voilà. Et certaines voix s'élevaient même pour dire qu'il faut que Mende revienne, parce que les gens veulent un discours de durcissement. Et malheureusement ou heureusement, le ministre Mouyaya commence également à prendre les marques du durcissement dans son discours. Donc ce n'est plus le même ministre qu'on avait au début de la législature, mais vous avez maintenant un ministre au combat qui commence à prendre des éléments de durcissement face à des critiques de plus en plus fortes de son régime. À la différence peut-être de Mende, c'est que lui il est plus jeune. Je pense que étant plus jeune et donc ayant son avenir devant, il aura peut-être une façon plus propre ou comment je veux dire, plus ingénieux d'être dur et de gérer en même temps les conséquences de son image personnelle. Parce qu'il a longtemps construit l'image d'un politique moderne, d'un jeune politique différent des marques de l'ancien. Et le durcissement qu'il prend commence à les rapprocher des stéréotypes du ministre Mende. Et si vous regardez les commentaires des gens, on le rapproche de plus en plus du prototype du ministre Mende. Je crois qu'il doit être conscient également qu'au-delà de la communication et du durcissement qu'il prend, il y a également un élément de construction d'image personnelle qu'il met dans le combat politique. Donc il y a ce deuxième élément à prendre, c'est le durcissement du temps du gouvernement, offensive médiatique, vis-à-vis d'un environnement médiatique qui est défavorable aujourd'hui, lié aux incidents. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut inscrire les propos du ministre. Maintenant, sur le fond. Il y a du vrai aussi de ce qu'il dit par rapport aux opposants. On dit que les manifestations de rue sont révolues, ils doivent changer des stratégies. Il n'y a pas du vrai aussi en cela? On ne choisit pas une stratégie pour l'adversaire. Chaque parti politique construit sa stratégie selon ses objectifs. On ne peut pas dire à son adversaire quel type de stratégie lui convient. Je crois que dans leurs états-majors, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. En même temps, la rue est un élément important de la démocratie. Parce que lorsqu'on parle du rapport de force, le rapport de force, il n'est pas qu'institutionnel. Le rapport de force, il est populaire aussi. Il y a la souveraineté institutionnelle, et c'est Zaïd Ngoma qui le disait souvent, et il y a la rue souveraine.
le rapport de force, il est institutionnel et il est aussi populaire et ça passe dans la rue. La politique est un monde de... Comment je peux dire? C'est un monde de symboles. La politique s'est construite autour des symboles. Lorsque l'Union sacrée remplit le stade, c'est un symbole. C'est-à-dire notre capacité à mobiliser et à nous ancrer dans les paysages. Et d'autres vont revendiquer d'autres symboles. Notre capacité à drainer les gens dans la rue, à marcher avec nous, c'est également des symboles. Dans une logique de compétition, chacun mobilise les éléments des symboles selon ses propres stratégies. Et je ne pense pas que ce soit au gouvernement de choisir pour l'opposition les éléments de construction des symboles ou des stratégies. Néanmoins, la violence comme mode d'expression doit être révolue. Et particulièrement la violence dans la rue. Il fut un temps où dans le langage de l'opposition, de manière plus ou moins générale, l'expression de cette forme de violence était plus ou moins légitime. Rappelez-vous dans les passés. Le drame, c'est que, comme je l'ai dit au Congo, nous ne vivons pas politiquement. Nous avons tendance à reproduire tant les erreurs du passé que les stratégies du passé. Ce que l'opposition aujourd'hui semble faire n'est pas très loin de ce que faisait l'IDPS il y a quelques années, dans l'opposition. Ça veut dire qu'ils ont recopié probablement les stratégies d'hier, tenant compte de notre environnement, qui est l'environnement d'une opposition au pouvoir, et en même temps, vous avez une opposition qui est au pouvoir, qui est en train de recopier les mêmes stratégies du pouvoir d'hier pour gérer la même opposition. La répression. Donc, c'est ça notre problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette capacité d'innover tant au niveau de l'opposition qu'au niveau du pouvoir, et nous répétons tous les erreurs et les stratégies du passé. Voilà. Merci Christian Moleka. Merci Christian Moleka. Je crois que c'est la fin de notre magazine Kiosque. Peut-être un dernier mot en guise de résumer un peu tout ce que nous avons fait, nous avons dit tout à l'heure. Un dernier mot, j'avais peut-être un petit mot à dire, mais pour résumer, nous sommes en train de passer d'un processus de paix tourné vers l'EAC, vers un processus de SADC, et donc aujourd'hui c'est pratiquement la transition. Le 3 mois, c'est une forme de transition pour passer à autre chose. Et donc il faudrait que le gouvernement soit très attentif au retrait pour que ça ne serve pas à réarmer les M23. Deuxièmement, nous sommes dans un processus politique qui manifestement va vers les élections, mais dont la confiance ne se renforce pas. La méfiance, par contre, se renforce à chaque étape. Et donc, très probablement, nous allons aboutir vers une gouvernance des crises. Maintenant, c'est à nous de choisir si on peut faire le consensus avant ou si on peut le faire après. Et je finirai peut-être par un appel aux autorités. Ça fait un mois que les nominations au niveau de la police ont été gelées. Nous sommes en veille des élections. Nous avons l'instabilité à Kwamoutou. On parle de Mobondo au Congo central. Mais ceux qui sont censés assurer l'ordre public sont dans l'incertitude. Parce qu'on a gelé les mises en place, parce qu'il y a une commission qui a été mise en place, mais on ne peut pas... Je ne pense pas que la police peut travailler sereinement dans ces conditions-là. Je crois que le président de la République a intérêt à lever une option rapide pour que cette situation de non-mise en place ne perdure pas. Nous ne pouvons pas avoir des autorités qui sont dans l'incertitude dans leur propre avenir et espérer qu'ils seront dynamiques dans le travail. Parce que tout le monde maintenant cherche, je serai où? Donc quand on ne sait pas où on sera, comment on travaille? Donc que les autorités prennent rapidement la décision d'éviter cette histoire de gel au niveau de la police. Ça nous permettra d'avoir plus de sérénité et des autorités qui vont se concentrer sur leur travail plutôt que de se concentrer sur leurs propres avenirs. Ça a l'impact sur les résultats. Ça a l'impact sur l'efficacité. Voilà, c'est la fin de Kiosque. Merci Christian Moleka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Nous nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.